je m'appelle Guillaume Coudray, je suis journaliste, je travaille depuis 10 ans à plein temps, on va dire, et plus longtemps de façon moins continue, sur des problématiques de viande transformée, c'est-à-dire de charcuterie et d'additifs. Donc j'ai un parcours à l'origine, je suis documentariste avant d'être journaliste, c'est-à-dire je fais des films documentaires, mais avant ça, et je crois que ça a beaucoup compté dans ma recherche, avant ça j'ai fait de la science politique, j'étais en fait allocataire, c'est-à-dire j'ai fait Sciences Po, en sociologie politique, et j'étais allocataire de recherche dans un labo qui était le Centre de recherche administrative. C'est un centre de recherche qui après a été absorbé par le CEVIPOF. C'est une thématique que j'ai rencontrée il y a très longtemps, quand je faisais je faisais un documentaire dans un petit archipel de la mer du Nord qui s'appelle les îles Féroé. Et j'avais beaucoup d'intérêt en fait pour des questions épidémiologiques, pour des raisons personnelles. Et j'étais donc aux îles Féroé, je suivais une enquête d'épidémiologistes danois, américains, allemands sur une maladie, euh, sur ce petit archipel de 18 îles, donc les îles Féroé. Et au cours de cette recherche, donc je suivais avec beaucoup de passion le travaux de ces épidémiologistes. Et au cours j'ai envie de dire au détour en fait de cette enquête, j'étais tombé sur tout un volet euh, qui était développé par un épidémiologiste qui s'appelait Klaus Lauer, qui était un neuroépidémiologiste en fait, puisque la maladie en question était une maladie neurologique, c'est la sclérose en plaques. Et Klaus Lauer, donc, qui était un neuroépidémiologiste à Darmstadt, avait étudié l'impact, le dietary impact, l'impact de l'alimentation en fait sur l'étiologie possible, éventuelle de certaines maladies, en l'occurrence la sclérose en plaques et le cancer du côlon. Donc ça c'était un papier de 1991. Non, 89, il y avait eu plusieurs articles comme ça qu'il avait fait en 89, 90, 91, autour de ces thématiques de saucisses et d'impact de saucisses et des composés nitrosés qu'on trouvait dans les saucisses sur la santé. Et j'étais estomaqué, donc j'étais très jeune à l'époque, mais j'étais estomaqué de voir d'une part l'exigence, la passion de ce Klaus Lauer, et puis le caractère assez... quand j'étais vraiment étonné, je ne connaissais pas en fait l'épidémiologie, je commençais à comprendre que l'épidémiologie en fait était très proche de la sociologie, que c'était à la lisière en fait, que c'était la branche la plus sciences humaines, on va dire, de la médecine, en tout cas la façon dont certains épidémiologistes le font, quand c'est pas que des chiffres. Il y a toute une dimension, on va dire, presque anthropologique de l'épidémiologie, donc je comprenais, ça me parlait. Et puis, voilà, les articles de Klaus Lauer m'avaient vraiment passionné, enthousiasmé. Et il y avait donc il avait fait toute une théorie sur l'impact de certains composés qui s'appellent les nitrophénols. Donc la rencontre d'un oxyde d'azote, du NO, avec des composés phénoliques qui, d'après ses travaux et les travaux des laboratoires avec lesquels il travaillait, résultaient de la rencontre entre le nitrite qu'on met dans le nitrite ou le nitrate qu'on met
certaines viandes, des saucisses, du bacon, etc. Et des composés issus de la fumée, des composés phénoliques, qui donnent donc des composés nitrophénoliques lorsqu'on fait cuire, lorsqu'on fait fumer des saucisses, du bacon, du lard fumé. Donc c'était toute une théorie très euh, complète, très large, en fait, très ambitieuse, j'ai envie de dire, que Klaus Lauer a poursuivi pendant des années. Je pense qu'il la poursuit encore. Donc il l'avait créé d'abord aux îles Féroé, le cœur de son hypothèse étiologique sur la sclérose en plaques était né aux îles Féroé, puis il l'avait après appliqué à la Suisse, à la France, aux États-Unis. Donc c'était vraiment passionnant de voir comment un chercheur en sciences dures, en tout cas en neuroépidémiologie, s'aventurer comme ça vers des problématiques gastronomiques et de changement dans les pratiques culinaires d'un petit pays pour essayer de voir s'il y avait un impact sur la santé. Dans le même contexte, il se trouve qu'au Féroé, à ce même endroit, il y avait beaucoup de travaux d'épidémiologie sur l'impact des métaux lourds pendant la grossesse sur les femmes, plutôt sur l'impact des métaux lourds sur les femmes pendant la grossesse. Parce que le peuple féroïen mange beaucoup de globicéphales, c'est des sortes de dauphins, des petites baleines, hein, des dauphins en fait, qui accumulent des métaux lourds dans les lipides. Les femmes mangent ce blubber et c'est la cause d'énormément de problèmes neurologiques chez les enfants. Donc voilà, j'avais passé 1 an et demi aux îles Féroé, et c'est dans ce contexte qu'est né mon premier. C'est la première fois que j'ai été en contact avec ces questions de recherche médicale sur l'impact d'un aliment, en l'occurrence les charcuteries, saucissons, jambon, lardons, traités avec un produit chimique, nitrate ou nitrite. Les personnages, en fait, ils sont très simples. Le personnage, c'est nitrate, qu'on appelle également le salpêtre, c'est du KNO3, donc nitrate de potassium. Le nitrite de sodium pour l'essentiel en France. C'est l'autre acteur. Et l'acteur principal, en fait, qui est sur le devant, qui est à l'arrière de la scène, mais qui fait tout, c'est les composés nitrosés, le nitroso compounds. J'avais découvert la meat science, la science des viandes. J'avais commencé à comprendre les acteurs de la meat science, par exemple l'American Meat Science Association, l'AMSA. Puis j'avais vu apparaître un acteur important au début. Je me disais, tiens, je n'avais pas compris qui c'était. C'était l'AMI, AMI, American Meat Institute. Maintenant, NAMI, North American Meat Institute. J'avais vu que, naturellement, comme Institut des viandes, ils sont très impliqués et très intéressés par toutes les problématiques de nitrite et de nitrate dans les charcuteries. Mais j'avais pas compris, j'aurais dû peut-être tout de suite comprendre que c'était juste le double du Tobacco Institute. J'ai pas compris ça à l'époque. Parce que justement, comme j'avais pas lu Proctor, sans doute, je ne savais pas que le Tobacco Institute avait été le cœur de la fraude et l'organisateur le sous-titre que vous avez choisi, c'est, si je me souviens bien, c'est la conspiration des industriels du tabac. Donc
Ben voilà, à l'époque, jamais, jamais je n'aurais imaginé, et les gens autour de moi auraient bondi en train de me dire bah, il faut arrête ces travaux. Jamais j'aurais imaginé qu'il y avait des bad actors ou qu'il y avait des mauvais acteurs et que les publications que j'étais en train de lire euh, étaient en fait des pour beaucoup ou toutes plus ou moins pour beaucoup influencées ou certaines totalement contrôlées dans une stratégie en fait de falsification de la science, de négation du risque de cancer, de construction euh, antichronologique, mais qui passait d'une nécessité de traiter les viandes avec un additif nitré, le botulisme. Et je dois dire que il y a eu il y a eu des moments, il y a eu des moments, il y a eu, moi, il y a un article, j'ai commencé à comprendre tout simplement que toutes les publications qui disaient circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de risque de cancer, de toute façon, il y en a besoin pour mettre, c'est à cause du botulisme, voire même les nitrates et les nitrites sont bons pour la santé. Et en fait, ce que j'étais à demi-lieu d'imaginer au début, bien sûr, en fait, elles venaient toutes d'un tout petit milieu, d'un tout petit noyau, d'une toute petite équipe, financée par l'American Meat Institute. Ils ne le disaient pas, bien sûr, c'était caché. Euh, Très souvent, en fait, lié à un petit labo qui s'appelle le Meat and Muscle Laboratory à l'université de Wisconsin-Madison. Tout petit laboratoire dégoûtant au bord de l'autoroute à Wisconsin. Alors maintenant, ils ont un gros labo, mais à l'époque, c'était un tout petit labo dégueulasse. Euh, et quelle ne fut pas ma surprise quand j'étais jamais allé à Wisconsin, à Madison, qui est une sorte de Wisconsin-Madison, c'est un peu le Limousin de Chicago, on va dire. C'est très rural, c'est très joli, mais c'est très rural. C'est un peu éloigné, c'est éloigné en fait, et c'est très agricole aussi. Quelle ne fut pas ma surprise de comprendre que, en fait, ce Meat and Muscle Laboratory ou bien Muscle and Meat Laboratory, Muscle Science Laboratory de l'université de Madison, en fait, il était littéralement au pied, à un jet de pierre d'une grande usine, qui est l'usine d'Oscar Mayer. Euh, tout ça, je raconte ça maintenant, mais à l'époque, tout ça me vient l'un après l'autre par petites bribes. Et par exemple, Oscar Mayer, je ne comprends pas à l'époque, je ne sais pas à l'époque qu'Oscar Mayer était littéralement l'inventeur de hot dog au nitrite et qu'ils avaient construit à Madison, Wisconsin, une usine de 12 étages qui ne faisait que du hot dog au nitrite, qui ne savait rien faire d'autre, qui était le plus gros employeur de la région, le plus gros financeur de la fac, et que la découverte de la cancérogénicité du nitrite, et spécialement des hot dogs au nitrite, était une catastrophe. Et que ils avaient réussi un coup génial qui était de sauver le nitrite. Et c'était toujours un peu les mêmes acteurs, et c'était eux, quoi, les mêmes acteurs, les mêmes scientifiques, Nathan Bryan, spécialiste du NO, des oxydes d'azote à l'université de Texas, Andrew Milkowski, professeur de Meat Science à l'université de Wisconsin-Madison, Jeffrey Sindelar, alors je ne sais pas s'il était lui sur le NO, mais
bref, toute une fine équipe, on va dire, de chercheurs qui intervenaient partout. J'avais vu, par exemple, qu'il y avait eu un colloque à la Salpêtrière, à Paris, euh, avec le même Nathan Bryan, qui était en guest star, qui était venu directement du Texas, pour porter la bonne parole sur l'effet positif du nitrate à la Salpêtrière à Paris. Il y avait des cancérologues, et puis voilà, il y avait des cancérologues qui sautaient sur leurs chaises. Il y avait Madame Pignatelli, qui elle était spécialiste des composés nitrosés au cirque à Lyon, qui assistait à ça. Et elle m'a dit après que elle n'avait même pas, elle ne comprenait pas, elle avait l'impression que c'était Alice au pays des merveilles. Elle qui avait passé toute sa carrière, en fait, au cirque, à étudier les composés nitrosés, dont la cancérogénicité ne faisait aucun doute, qui avait été invitée là, avec des gens venus du Texas, euh, et le propos du colloque en question, c'était de dire non, non, en fait, tout ça a été une erreur de la science. Les nitrates sont bons pour la santé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces additifs, donc le nitrate et le nitrite, ils ont beaucoup de fonctions. Ils ont des, ils ont des fonctions d'accélération de la production pour certains produits, par exemple pour le saucisson, pour le jambon sec. Mais ils ont surtout des fonctions d'antioxydation, de conservation longue, de protection de l'aspect, de facilitation du commerce. Ils permettent tout simplement de transformer un produit relativement fragile, parce que c'est de la viande, c'est de la viande salée en fait, relativement fragile, de transformer un produit relativement fragile en produit extrêmement facile à commercer, et à commercer loin. Et ça, c'est crucial. C'est-à-dire que c'est la même problématique que sur des... c'est la problématique générale des conservateurs. Donc, ces additifs nitrés, ils sont multifonctionnels. C'est pour ça qu'ils sont difficiles à remplacer, difficiles à extraire maintenant qu'ils se sont incrustés dans notre alimentation. C'est-à-dire que l'argument valide d'ailleurs des industriels, c'est de dire il n'existe pas de substitut équivalent. C'est pas faux en fait, il n'y en a pas d'autre. C'est comme si un pollueur qui brûle, voilà, c'est comme si quelqu'un qui utilisait un pesticide, par exemple le pesticide contre les bananes aux Antilles, il peut être utilisé. L'argument, ça va être de dire, en fait, on n'en a pas qui marche aussi bien que lui. C'est la même chose en fait pour les additifs nitrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent qui va faire toutes les fonctions des additifs nitrés. Donc les fonctions organoleptiques sur l'aspect, des fonctions antioxydatives sur l'aspect également, sur l'anti-rancissement, on va dire, des graisses, sur la bonne tenue de la matière, sur la bonne tenue de la couleur, et puis sur l'effet, on va dire, facilitateur pendant la production. C'est-à-dire que si vous produisez du jambon de Bayonne ou bien des saucisses avec de la viande fraîche ou de bonne qualité, et si vous êtes un professionnel,
vous allez pouvoir faire un très bon produit qui va pouvoir se tenir très longtemps. C'est comme ça que nos ancêtres ont fait du jambon dans les Pyrénées pendant des millénaires. Hein. Les Romains déjà trafiquaient du jambon de Bayonne, qui est fait avec le sel de Bayonne, le sel plutôt de Saly de Béarn, où il n'y a pas un gramme de nitrate et de nitrite. Il y a du sel. On a tous les textes sur comment on fabrique du jambon, on prend du sel, on respecte la température, il faut qu'il fasse moins de 6 degrés pendant la première phase de salaison, etc. Si vous le faites par contre avec du nitrate ou du nitrite, toutes ces normes, toutes ces obligations d'hygiène, de compétences de l'ouvrier, de surveillance de la température, vous n'avez plus besoin. N'importe qui peut faire un jambon avec du nitrate et du nitrite. Et le jambon avec du nitrate et du nitrite va être plus beau. Il va être plus, parce qu'il va être, c'est pas la même molécule. C'est pas, c'est le nitrate en fait ou le nitrite dès qu'il rentre dans la matière carnée, il se diffuse et il se transforme en oxyde d'azote qui va pénétrer tout le muscle de la matière et qui va réagir avec l'hème, c'est-à-dire le fer. À chaque fois que dans un muscle, il y a énormément d'hème, comme c'est dans la myoglobine ou dans l'hémoglobine, en fait, il y a énormément de fer. Le fer, c'est ça qui donne la couleur rouge au sang ou la couleur rouge aux muscles. Et ce fer, en fait, il a une appétence très forte pour l'oxyde d'azote. Donc, quand on met du nitrate ou du nitrite, le nitrate ou le nitrite se transforme directement en un gaz qui s'appelle le NO, le monoxyde d'azote, qui lui va se diffuser dans toute la matière. Et donc, ça veut dire très vite, donc c'est une réaction chimique, en fait, c'est de la viande traitée chimiquement. Les viandes nitrées, c'est de la viande traitée chimiquement. C'est pas de la viande salée, c'est de la viande traitée chimiquement. Il y a une réaction chimique entre l'hème, le fer, et le NO, qui change de structure et qui devient du fer nitrosylé. Quand on va le passer à la cuisson, après, il va se passer une opération magique, c'est que ce fer nitrosylé va subir une autre transformation du fait de la chaleur, et il va prendre une couleur rose, très appétissante, qui rappelle la couleur du frais, même si en fait elle n'a rien de frais. C'est juste une simili-fraîcheur. La réaction chimique est tellement puissante et tellement inévitable que, puisqu'il y a une appétence chimique naturelle entre l'oxyde d'azote et l'hème. Donc ils sont faits pour se rencontrer. L'oxyde d'azote se fixe sur l'hème, le jambon devient rose, ok, on peut l'envoyer, il peut être vendu. Donc, donc à quoi servent le nitrate et le nitrite? En fait, ils servent à tout dans le jambon nitré. C'est-à-dire qu'ils servent à tout. Ils ne servent pas juste à la coloration. Alors, médiatiquement, des fois, il y a eu des raccourcis oui, c'est vrai qu'une des raisons pourquoi les charcutiers industriels ont du mal à se passer de ces additifs nitrés, c'est parce qu'il n'y a pas la bonne couleur. Mais la réalité, c'est que la bonne couleur, on peut l'avoir autrement. Mais même lorsqu'on leur propose une technique pour avoir la bonne couleur, ça ne les satisfait pas complètement parce que ils veulent les autres fonctions. Les autres fonctions, par exemple, c'est la fonction antioxydative qui va permettre d'avoir des dates limites de consommation, des DLC très longues. Ça change tout en termes de business, en termes de commerce, en termes de marge. Ça change tout si vous devez, même en termes de distribution, si vous devez remplir vos rayons de charcuterie comme le rayon des salades ou des yaourts tous les 4-5 jours, ou bien si c'est tous les mois, ça change tout. Ça change tout. Et alors ça change tout à l'échelle d'un petit commerce, mais à l'échelle d'une industrie, c'est radical. C'est-à-dire que c'est une mutation industrielle en fait qu'il faut faire pour abolir ces additifs nitrés. Donc, bon, voilà, je reviens sur l'histoire un petit peu. C'est-à-dire que tout ça, au début, je ne le comprenais pas. Et comme je ne comprenais pas à quel point c'était important pour les industriels, je ne comprenais pas, j'avais du mal à faire sens de leur stratégie en fait de falsification. Si j'étais pas tombé sur
ces articles de Marianne Burroughs dans le Washington Post, au cours de la décennie des années 70, qui racontent en fait par le menu que la FDA vient de proposer une interdiction du nitrite, que Paul Newbern au MIT vient de lancer la deuxième enquête, qu'il y a un énorme consortium qui visiblement est financé par l'industrie, qui vient de conclure qu'en fait tous les travaux de Paul Newbern, le plus grand spécialiste des tumeurs chez les rats et les souris, en fait il s'est trompé, c'est pas des tumeurs, c'était autre chose, c'est juste un idiot, c'est pas des tumeurs. Donc on annule le projet d'interdiction, tout est remis en cause. Quand bref, c'était quand je tombe en fait sur les industry documents et en fait après j'ai compris pourquoi il y a plusieurs raisons sur pourquoi tous ces documents étaient là. C'est parce que les experts du tabac qui travaillaient pour le Tobacco Institute, souvent en parallèle, ils avaient des dossiers sur les autres cancérogènes. Et donc, et puis peut-être souvent aussi, bon, après, il se trouve aussi que l'usine dont je vous parlais tout à l'heure d'Oscar Mayer, à un moment, elle est rentrée chez Philip Morris et qu'ils ont mis leurs ressources en commun. Donc, par exemple, dans Industry Documents, c'est très marrant parce qu'on a des mails de Philip Morris Corporation avec toujours les usual suspects toujours cités par Proctor sur les fraudes du tabac. Et ben on voit en fait tout d'un coup il y a une rencontre avec des gens de la mid-science qui étaient là en fait dans une opération plutôt de dire non non mais fausse alerte, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun problème sur les composés nitrosés dans les charcuteries. Puis il y a des lobbyistes qui en fait faisaient les deux. C'est ce que il y a des j'ai utilisé un de ces documents dans le livre et puis on en avait eu, Sandrine Rigaud on en avait utilisé dans le cache. Elle était allée chercher justement un de ces types qui était qui était sur les deux en fait, comme c'est des spécialistes comme raconte très bien Merchants of Doubts ou Trends of Doubts, comme c'est des spécialistes, c'est des techniciens en fait de la non-régulation des carcinogènes. Bon, leur expertise, leur agilité, leur habileté acquise sur l'asbestose, sur l'amiante, elle a une immense valeur pour être mise pour être efficace sur un autre cancérogène. Donc voilà, donc il y avait ça, il y avait aussi, je pense qu'il faisait des fichiers, il faisait des dossiers comparatifs, et puis il y avait aussi la nature du processus cancérogène, de la carcinogénicité, donc le fait que les nitroso-compounds, les composés nitrosés, soient à la fois les principaux composés cancérogènes, en particulier dans la fumée latérale, la side smoke, la tabagie passive, et dans les saucisses, ça faisait en fait que c'est pour ça qu'il y avait tous ces documents. Puis il y avait aussi, je pense, comme ça, toute cette collection professionnelle, on va dire, où les avocats, par exemple, du tabac, ou bien certains spécialistes en régulation, avaient des dossiers entiers sur ce qui s'était passé sur la nitrite dans les années 70. Donc j'ai consacré dans le livre, j'ai consacré plusieurs chapitres aux années 70, et c'est venu en fait à l'origine, c'est des papiers, pour beaucoup, c'est des articles que j'ai trouvés dans les Industry Documents. Puis après, bien sûr, avec ces pistes, ces premiers éléments, une fois sur place, à la librairie du Congrès, ou bien, c'était peut-être que j'aurais trouvé sinon, mais je suis pas sûr que j'aurais eu l'idée, ou au NARA, je savais, quoi, voilà, j'avais un bon point d'entrée. J'aurais peut-être jamais compris qu'il y avait eu vraiment comme ça toute une guerre du nitrite avec une énorme littérature scientifique qui s'était produite à l'époque. Et dont on est d'ailleurs en train de vivre un peu la même chose maintenant en France. C'est-à-dire que euh, ce que fait Richard Ramos, le député
Ramos qui a lancé une mission d'investigation sur les nitrites. Il a fait ce que fait Yucca, la Ligue contre le cancer, etc. Bon, moi je le vois, eux ils sont à fond dedans, et c'est merveilleux. Moi je le vois avec le recul, on va dire, je sais ce qui s'est passé une première fois dans les années 70, je sais qu'en fait on était largement aussi loin. En fait les textes d'interdiction des additifs nitrés de la FDA, ils étaient déjà écrits. Ils étaient écrits. Puis au dernier moment, le commissionnaire de la FDA a été démissionné et le chef du lobby est devenu ministre de l'Agriculture. Avant de passer à la FAO, si je crois qu'il est passé à la FAO. Dans la version anglaise, j'ai fait des chapitres supplémentaires. J'ai raconté la naissance de l'American Meat Institute. Et en fait, ce que je raconte, c'est que l'American Meat Institute, il est créé pour protéger l'industrie de Chicago contre une loi qui veut interdire les additifs. Et là, on n'est plus dans la période contemporaine, on n'est plus dans les années 70, on est au tout début du siècle. C'est-à-dire que la création, la stratégie de falsification, elle démarre il y a plus d'un siècle. Ce que j'ai raconté dans ce chapitre, c'est que le grand fondateur, le grand nom, si vous voulez, de la toxicologie alimentaire et de la régulation et de la défense du consommateur, le grand héros, on va dire, de cette discipline, c'est quelqu'un qui s'appelle Harvey Wiley, W-I-L-E-Y. Et Harvey Wiley, donc c'est on dit de lui que c'est le père de la FDA. C'est vrai, c'était le fondateur c'était le premier grand chef influent de ce qu'on appelait le Bureau of Chemistry, qui a donné naissance à la FDA, qui s'est transformé en FDA. Et Harvey Wiley, qui a fait l'objet d'un film il y a, à propos de ces Poison Squads, de ces équipes qui étaient sur Arte, je ne sais plus, il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Harvey Wiley, en fait, au moment des grandes lois alimentaires de lutte contre les additifs, en particulier, c'était un des objets principaux des lois alimentaires fondatrices du début du siècle américain. Harvey Wiley avait commencé une série d'enquêtes expérimentales qui sont passées à la postérité sous le nom de Poison Squads, les escadrons de poison. Donc c'est ça a fait l'objet d'un film américain sur PBS qui a été sur Arte il y a quelques années. Et Harvey Wiley, en fait, avait consacré des équipes de jeunes gens à la consommation de produits suspectés d'être dangereux. Et l'histoire officielle, telle qu'elle est racontée maintenant, c'est comme toujours une histoire de gloire et une histoire où la vérité a gagné, le héros Harvey Wiley a réussi contre l'adversité. La FDA est née de sa détermination, et c'est pour ça que la nourriture aux États-Unis et dans le monde entier est tellement bien, est tellement bonne, et c'est pour ça qu'on a ce niveau sanitaire incroyable et qu'on ne meurt plus d'empoisonnement. Donc l'histoire d'Harvey Wiley a été transformée en une histoire glorieuse de l'invention de la sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire. En fait,
comme toujours, l'histoire vraie est très nettement différente. Il faut, pour le comprendre, lire le petit livre, le gros livre, plutôt que Harvey Wiley a publié à compte d'auteur juste avant de mourir, qui s'appelle Crime Against Public Health, où en fait il raconte la fraude colossale dont a été l'objet son intention initiale, et comment en fait les politiques alimentaires, et en particulier les régulations en termes de toxicologie, sont maîtrisées par les lobbies agroalimentaires. Il raconte ça, on est dans les années 20. Et pourquoi je dis ça, c'est que en fait, ce qui est passé à la postérité d'Harvey Wiley, c'est donc les Poison Squads, donc nombreux livres, films, etc. Mais ce que j'avais découvert, c'est que officiellement, ce dont on parle toujours, c'est, je crois qu'il y a 6 Poison Squads, 6 expériences. Il avait étudié, je sais plus, tel produit, les sulfites, je dis un peu au hasard, mais il y avait 6 équipes comme ça de jeunes gens qui devaient manger pendant quelques semaines des aliments traités avec des additifs alimentaires. En réalité, quand on va aux archives à Washington, au NARA, quand on cherche en fait les archives de Wiley, ou bien à la librairie du Congrès où il y a les archives de sa femme, qui sont aussi incroyablement précieuses et pleines de secrets encore à divulguer, et bien, quand on va dans les archives, et quand on regarde les textes de l'époque, en fait, il y avait un autre, il y avait il y avait un rapport, il y avait une expérience qui a été oubliée en fait de l'histoire, dont la FDA ne parle jamais. C'était le dernier volet des Poison Squads, et c'était consacré au nitrate. En fait, le nitrate aurait dû être interdit. Wiley voulait l'interdire, donc le fondateur de la FDA voulait l'interdire. Donc voilà, disons il y a à peu près 115 ans, 118 ans. Il voulait déjà l'interdire. Pour éviter que ce soit interdit, les meat packers, les industriels de la charcuterie de Chicago, qui faisaient à l'époque la fortune de Chicago. À l'époque, la fortune de Chicago, c'était le meat packing, c'était la viande nitrée. On était avant l'automobile, c'était l'industrie de Chicago, c'était la richesse, la gloire de Chicago, c'était la viande nitrée. Pour éviter que Harvey Wiley puisse mener à bien son plan maléfique d'étudier les dangers de la viande nitrée, le lobby américain des viandes nitrées, donc c'est ça, ce qui moi m'étonne à chaque fois, c'est là je vous parle même pas de 1950, je parle de la première décennie du siècle, du XXe siècle. Pour éviter en fait qu'il puisse mener à bien son étude expérimentale sur le salpêtre, en fait sur les nitrates, le lobby des viandes nitrées a fait un coup incroyable. Ils ont fait ce que, pour moi, je me suis appelé l'étude miroir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une étude parallèle à Chicago. Donc Harvey Wiley, lui, il la faisait à Washington. Mais eux, ils ont fait une étude à Chicago, sans dire, bien sûr, au début que c'était eux, mais très vite, le New York Times a compris que c'était eux qui finançaient. Que c'était pas exactement à Chicago, c'était à l'université de l'Illinois. Ils ont construit des appartements pour faire ce qu'ils ont appelé les nutrition studies. En fait, une série d'études, donc il y a 5 volumes, 5 volumes qui dorment dans un sous-sol à l'université de Chicago, qui ont rarement été ouverts, 5 énormes volumes qui s'appellent les Nutrition Studies, Studies on the Impact of Saltpeter.
ou bien des nitrates, je ne sais plus s'ils mettent salpeter ou nitrate. Et bien sûr, ces études ultra financées, ultra impressionnantes en termes de volume de publication, ont conclu sur le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'urgence à interdire le nitrate et le nitrite. Et elles ont mis 15 ans, 25 ans à être publiées dans leur totalité. Et pendant tout ce temps-là, en fait, toute la stratégie initiale de Wiley, qui était d'interdire le nitrate, a été reculée, et puis après oubliée. Et pourquoi je vous raconte ça, c'est qu'en fait, la stratégie de dénégation, de falsification, de remplacement de la science par une science parallèle fausse et qui va faire illusion aux yeux du régulateur ou aux yeux du public, ou au moins qui va, comme dit Rémi Slama, qui va donner aux décideurs la possibilité de ne rien décider. Eh bien, c'est dès l'origine. C'est dès l'origine de cette organisation, donc, qui s'appelle, à l'époque, c'est Association of American Meatpackers, c'est devenu après AMI, AMI, selon l'organisation dont je vous parlais tout à l'heure. Et le plus intéressant, à mon avis, c'est de se rendre compte que cette incroyable, assez admirable, en fait, stratégie de falsification de la science et elle a été mise en place, voilà, à l'époque où, littéralement en 1906. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rapport de l'EFSA, il n'aurait jamais été pris, il n'aurait jamais en fait été fait s'il n'y avait pas eu, depuis 3 ans, un député français qui s'appelle Richard Ramos, du MoDem, qui avait harcelé littéralement le gouvernement français sur la question du nitrate et du nitrite. C'est-à-dire que c'est suite en fait à la mobilisation politique de Ramos, de Yucca, de Foodwatch, de la Ligue contre le cancer, d'Axel Kahn, etc., que les agences ont compris qu'en fait, ça commençait à avoir un état médiatique et politique un petit peu trop compliqué pour juste continuer à nier. Et donc, il y a eu de nouveaux rapports qui ont été, de nouvelles expertises qui ont été commandées, qui ont été demandées par des saisines. L'ANSES en France et l'EFSA sur les composés, sur les nitrosamines. Vous me parlez, Mathias, de la DJA. En fait, la DJA est fausse. La DJA sur le nitrate et le nitrite est fausse. Elle est fausse. Je ne vais pas dire qu'elle est frauduleuse, mais elle pose question. Elle est fausse, et ce qui est intéressant, c'est que l'EFSA est en train de s'en rendre compte. C'est-à-dire que dans le draft opinion là, du 12 octobre, ben en fait, quand on connaît le sujet, ils disent en fait il y a un souci. Il y a, cet été, le rapport de l'ANSES, ça dit qu'en fait, il y a un problème. Il y a un problème parce que cette DJA, elle est fondée sur le nitrite et le nitrate. Il n'y a pas de DJA sur les composés nitrosés. Il n'y en a pas. Et Roger Genet, le directeur de l'ANSES, dans le rapport de cet été de l'ANSES, a reconnu que quand il valide, à la fois il valide la DGA, mais il dit qu'il faut la revoir, il faut qu'elle évolue. C'est un langage très civil de hauts fonctionnaires. La réalité, c'est que cette DGA est n'importe quoi.
elle est complètement fausse. Elle est, elle est sans rentrer trop dans les détails techniques, elle est, elle, elle est fondée en fait sur l'augmentation de la méthémoglobinémie, c'est-à-dire c'est une autre forme de toxicité, c'est une toxicité aiguë du nitrite sur le sang. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se suicider au nitrite. C'est 3 grammes de nitrite et on meurt en quelques minutes. En fait, donc il y a une toxicité aiguë et une toxicité chronique. Et euh, je me demandais toujours, mais comment cette DJA, qui a inventé cette DJA bidon? Qui? Et, euh, et j'ai eu l'occasion dans les mois qui viennent de passer de replonger dans l'histoire de cette DJA. Les SCF étaient cette sorte de petits comités ad hoc qui ont précédé l'EFSA. Et donc je suis retombé sur les SCF de 1990 et de 1995 qui ont en fait défini la DJA du nitrate et du nitrite. Et quand on parle aujourd'hui de DJA du nitrate et du nitrite, ils ont été définis par, donc ils ont été reprises par l'EFSA quand l'EFSA a repris le mandat des SCF. Mais en fait, la définition de la DJA, elle a été définie par le SCF en 1995 et 1990. Donc c'est intéressant de regarder les rapports du SCF de ces années-là et de comprendre en fait comment ils ont défini leur DJA. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que le président du SCF en 1995, c'était un certain Gérard Pascal. Sous la présidence de M. Pascal, en 1995, le SCF, devant définir une DJA, parce qu'il fallait une DJA pour réguler ces produits, c'est ce qu'explique Nathalie Jass ou Beck, la DJA, c'est un outil indispensable dans la gouvernance des risques, puisque c'est ça qui va permettre, en la modulant, si nécessaire, de dire que les risques sont sous son contrôle. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de DGA. Il n'y avait pas. Donc, c'est sous la présidence de M. Pascal qu'une DGA a été définie, et le pari est audacieux, un peu risqué, je dirais, en termes de santé publique, a été pris de postuler que les composés nitrosés ne posaient pas de problème pour la santé humaine. En tout cas, qu'il n'y avait pas, c'est comme ça qu'il le disait de mémoire dans le texte, qu'il n'y avait pas de preuves irréfutables. En 95, c'est spectaculaire de dire ça, c'est spectaculaire de dire ça, alors que justement, à l'époque, par exemple, quand je vous dis que Suzanne Preston Martin se faisait manipuler par le lobby pour que ses résultats sur la toxicité des nitrosamides par voie intra-utérine soient cachés, c'était la même époque. Or là, on est déjà très loin, ça faisait 25 ans qu'on étudiait les composés nitrosés. Donc c'est très audacieux, c'est spectaculaire que le SCF, sous la direction de M. Pascal, ait décidé ça en 1995. Et un élément peut-être qui peut servir de conclusion ou de point d'orgue, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, comme il nous l'a confirmé dans une interview il y a 2 ans pour Reporter, M. Pascal, à l'époque, en fait, avait une autre fonction. Il était un des officiers de l'ILSI, ILSI. D'ailleurs, si vous tapez sur Google Gérard Pascal ILSI, vous tombez tout de suite sur sa bio sur le site de l'ILSI. Pour finir, quelques années après, l'EFSA va être créée. Et José Bové, le député européen, raconte dans un de ses livres que
Un jour, il est dans son bureau, de députés européens, puis il vient de rencontrer des gens qui s'occupent, je crois, des pesticides, et il y a quelque chose qui lui échappe, ou des OGM, quelque chose qui lui échappe. Et il se dit, il y a quelque chose qui cloche. Et, euh, et la personne qu'il a rencontrée, c'était une certaine Diana Banati, ou un nom comme ça, et c'était la directrice de l'EFSA. Et, et il fait en quelques Google, José Bové va découvrir que non seulement elle est directrice de l'EFSA, mais en plus elle est une des têtes pensantes de l'INSI. Ça va faire un scandale énorme parce que l'INSI, c'est le lobby de Monsanto, c'est le lobby de Coca-Cola, c'est le lobby de BASF, c'est le lobby de la malbouffe et de l'agrochimie. C'est pas des, c'est pas rien, l'ILSI. Donc, José Bové va très rapidement en fait obtenir la démission de la directrice de l'EFSA, qui bien sûr va directement aller prendre son poste à l'ILSI. Donc c'est pas anodin de comprendre que la DJA a été telle qu'on est en train de s'apercevoir qu'elle est fausse, eh bien, qu'elle a été définie en fait par en tout cas, je dis pas que c'est M. Pascal qui l'a définie, mais je dis qu'il était membre du comité en 1990 et président du comité du groupe en 1995, et que 30 ans après, il est toujours encore en train de se défendre à l'Académie d'agriculture, en train d'expliquer que non, non, il n'y a aucun souci. Les enfants, les femmes enceintes, tout le monde peut sans problème manger des charcuteries nitrées, et que de toute façon, euh, c'est pas prouvé que les charcuteries nitrées donnent le cancer. C'est pas parce que le cirque le dit, c'est pas parce que l'ANSES le dit, c'est pas parce que l'INSERM le dit, c'est pas parce que l'INRA le dit que c'est vrai. C'est sans doute faux, parce que M. Pascal en est convaincu.